Bertin. Oui, merci Président. Madame la Ministre, je me réjouis avec vous du retour en présentiel de nos étudiants, ce qui était quelque chose bien sûr de très attendu et tout à fait salutaire pour ces derniers. Bien sûr, ceci est lié d'abord au fait d'une belle acceptabilité de la vaccination chez ces derniers et puis du travail du ministère, des établissements et des personnels. Alors par contre, je ne me réjouis pas du fait que vous ayez déjà répondu grandement à la plus grande partie de mes questions, donc je vais creuser un petit peu. Sur l'entrée en master, oui, effectivement, nous avons évalué cette loi du décembre 2016 pour démontrer effectivement qu'on a une difficulté. La licence égale droit à l'accès au master. Bien sûr, il y a la problématique de multiplication du nombre de places dans certaines filières en tension, mais il y a aussi la difficulté donc de mieux gérer nos étudiants, c'est-à-dire qu'on sait que beaucoup d'étudiants qui ne trouvent pas de master, pas la peine de se mettre la main devant les yeux, ont souvent un niveau faible et qu'en plus associés à une, voire au maximum, 2 demandes, généralement dans les masters de leur propre établissement. Donc concrètement, quand la vague de nouvelles recommandations sera-t-elle donnée à nos établissements, c'est-à-dire une meilleure recommandation faite dès le niveau L2, et puis bien sûr l'obligation de candidater très précocement avec des retours précoces pour le niveau master. Après le master, il y a le niveau doctorat, donc effectivement la loi de programmation pluriannuelle de la recherche a émis quelques préconisations sur le nombre de bourses de thèse, mais aussi sur le montant de ces thèses. Donc je voulais savoir si on avait un peu de perspective sur cette revalorisation du montant des thèses, une perspective aussi sur l'évolution du nombre de thèses, soit côté ministère, soit côté bourse chiffre avec l'industrie. Et effectivement, donc, l'idée étant aussi de savoir comment on peut, à l'avenir, espérer qu'il n'y ait plus aucune thèse dans ce pays qui ne soit pas sous financement, c'est-à-dire sans salaire adossé. Je vous remercie. Merci. Ça me permet de répondre à la question de M. Bertha concernant ces fameux contrats doctoraux. Dès 2021, c'est une augmentation de 108 € bruts par mois. On passe de 1758 € bruts à 1866 € bruts. Et la cible en 2023 est de 2300 € bruts mensuels. Il y a eu cette année 100 contrats CIFRE supplémentaires. Évidemment, les contrats de droit privé, on ne peut pas encore les compter, vu que le décret vient de sortir. Et 170 contrats doctoraux État supplémentaires. Donc l'objectif, c'est d'arriver à plus 30% de salaire et plus 20% sur le nombre de contrats doctoraux. Sur la question de la sélection en master, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Je pense que vous vous rappelez tous probablement, enfin moi en tout cas je m'en rappelle très bien, ce qui s'est passé en 2016 et le décret de 2017. Nous étions auparavant sur un système où il y avait une maîtrise et un DEA ou un DESS qui était absolument sélectif partout, dans toutes les universités. Ça faisait une bonne dizaine d'années qu'on était passé aux licences master doctorat, et ça faisait donc une bonne dizaine d'années qu'on laissait tous les étudiants s'inscrire en maîtrise, puisqu'il n'y avait pas de sélection, ou en tout cas pas toutes les maîtrises se mettaient en capacité de sélectionner. Et ensuite, il y avait systématiquement une sélection à la fin de la première année de master. Et donc, on avait des étudiants qui étaient suspendus au milieu d'un cycle. D'où l'idée de dire que la sélection en master existait. C'était une proposition de loi de vos collègues sénateurs, qui a été ensuite validée en décembre 2016, de mémoire. Et là, s'est posée une problématique qui était de dire, écoutez, il y aura des masters sélectifs, ils ont le droit de l'être, et puis il y aura des masters non sélectifs. Bon, ça, c'était méconnaître le système, parce qu'il y avait bien des maîtrises non sélectives, mais derrière des DEA et des DESS sélectifs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les masters sont devenus sélectifs. Et en même temps, c'était évidemment prévu par la loi, et en même temps, ce qui était aussi prévu par la loi, c'était la poursuite d'études avec un diplôme de licence. Pas une poursuite immédiate, je le rappelle quand même, la loi prévoit que après l'obtention d'un diplôme de licence, il y a un droit à la poursuite d'études qui s'étale sur plusieurs années, donc on n'est pas obligé de continuer ses études tout de suite. Mais évidemment, la règle la plus classique, c'est la poursuite d'études. Moi, ce que j'ai demandé aux établissements, et notamment aux disciplines qui viennent de basculer seulement cette année sur la sélection à l'entrée du M1,
et qui avait conservé, 5 ans après la promulgation de la loi, et c'était prévu évidemment dans les textes, il pouvait y avoir 5 ans pour basculer dans le nouveau système, qui ont donc décidé simplement cette année de mettre la sélection à l'entrée du M1 plutôt que de la mettre entre le M1 et le M2. Et donc en réalité, il y avait beaucoup de M1, très peu de M2 dans ces disciplines, notamment en psychologie, qui est un métier réglementé. Donc à un moment, le nombre de postes à la sortie définit le nombre de M2 que l'on peut former, ou encore dans les disciplines juridiques. Dans les disciplines juridiques, la vraie problématique, c'est où se situent les concours d'accès, et notamment le concours d'accès d'avocat qui se situe entre le M1 et le M2. Je pense qu'il est temps de positionner ce concours au bon niveau, puisque quasiment 100%, quelques exceptions près, de ceux qui réussissent ce concours sont titulaires d'un Master 2. Donc arrêtons de dire que c'est un concours de niveau Master 1, puisque de toutes les façons, il faut un Master 2 pour le réussir. Travaillons à la professionnalisation de la licence. Je ne suis pas persuadée que 100% des étudiants qui entrent en licence ont vocation à continuer en Master. Sinon, on a quand même un vrai sujet, qui est qu'on perd absolument toutes les professions intermédiaires. Si le choix, c'est s'insérer après le baccalauréat ou s'insérer à Bac+5, ce vers quoi on se dirige dans ce cas-là, c'est qu'on va avoir des gens qui vont être recrutés avec un Bac+5, avec un emploi qui correspond à un niveau Bac+3. Et ça, c'est quand même très décourageant pour les jeunes qui sont allés jusqu'au Bac+5 et qui finalement sont recrutés sur des emplois qui disqualifient leur diplôme. C'est pour cela que ce n'était pas une question de budget, mais bien une question de travail fait avec les universités et avec les responsables de master pour savoir quel niveau d'insertion professionnelle ils étaient capables d'absorber dans leur master. Et je crois que c'est très important qu'on puisse faire ça. Et enfin, une fois de plus, il y a des disparités géographiques et territoriales. Donc, il y a certaines universités en droit à l'intérieur de Paris qui reçoivent un nombre de candidatures énorme. Il y a des places dans des masters de droit dans d'autres universités qui ne sont pas situées à l'intérieur des murs de Paris. D'où l'idée de travailler à cette plateforme, de trouver mon master, rénover, repenser, pour que les étudiants aient une vision réelle de là où il y a de la place. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment important qu'on ait ce travail et que ce travail puisse être fait et qu'il puisse être fait là aussi en responsabilité, sans mentir aux étudiants sur la capacité du système à insérer toute une génération à un Bac+5. Voilà. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut renoncer à ce qu'on puisse, après un premier diplôme, avoir une expérience professionnelle et revenir se former et obtenir un diplôme supérieur après. Je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à avoir cette souplesse dans la façon dont nous imaginons et dont nous projetons, étudiants comme parents d'étudiants d'ailleurs, ce qu'est la réussite académique. Voilà. Qu'on sorte d'une forme de silo qui reste encore très ancré sur la VAE, sur la formation tout au long de la vie, sur la formation continue.